Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Togo ébranlé par une attaque terroriste meurtrière, une première dans le pays. L'offensive perpétrée dans le nord de l'État a causé la mort d'au moins 8 soldats. Comment lutter contre les discours de haine dans les médias? Une question qui était au cœur des réflexions lors de la convention des médias africains organisée début mai en Tanzanie. Et puis la musique pour adoucir les mœurs des Soudanais en temps de crise. Pour redonner de l'espoir aux citoyens, l'orchestre de Khartoum a donné une prestation à l'auditorium de la ville. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, direction la Tunisie, où le mouvement Ennahda a haussé le ton contre les autorités. Le parti de Rached Ghannouchi a appelé le gouvernement à libérer l'ancien Premier ministre Hamadi Djebali. Sur les réseaux sociaux, le compte de l'ancien chef du gouvernement indique, je cite, que les forces de sécurité ont pris d'assaut un atelier dont il était propriétaire, l'ont enlevé et le détiennent de manière illégale. Pour Ennahda, il s'agit là d'une insulte faite à l'un des symboles de l'État. Le mouvement estime par ailleurs que les autorités sont entièrement responsables de son intégrité physique. C'est une première pour le Togo. Le pays a été secoué par une attaque terroriste meurtrière perpétrée dans le nord dans la nuit du 10 au 11 mai. Selon un premier bilan donné par les autorités, au moins 8 soldats ont perdu la vie lors de cette offensive. Un bilan auquel s'ajoutent également 13 militaires blessés. Un sujet de la rédaction. La menace terroriste s'étend en Afrique de l'Ouest. Le Togo a essuyé sa première offensive meurtrière perpétrée dans la nuit du 10 au 11 mai. C'est un poste militaire situé dans la préfecture de Kpenjal, non loin de la frontière avec le Burkina Faso qui a été pris pour cible. Le bilan humain est important. Les autorités ont pour l'heure évoqué 8 morts et 13 blessés dans les rangs des militaires. En termes du Conseil, le chef de l'État a annoncé au Conseil des ministres la terrible nouvelle que nous avions subie vers 3 heures du matin, une seconde attaque à notre frontière nord, à Kwekpankandi, dans la préfecture de Kpenjal. Nos forces de l'ordre et de sécurité ont été vaillantes et brillantes sur cette riposte importante, mais la nation togolaise déplore quelques morts et blessés et quelques dégâts matériels. Le poste de sécurité attaqué faisait partie du dispositif de l'opération Kondjouaré. Dans le cadre de cette opération lancée en septembre 2018, des forces de défense et de sécurité togolaises ont été déployées dans la région des Savanes, située au nord du pays. Leur principale mission, repousser les terroristes provenant du Burkina Faso. Dans ce contexte sécuritaire tendu, le gouvernement a lancé un appel à l'unité. C'est le moment de rappeler quand même à nos compatriotes, une fois de plus, que nous sommes dans un environnement qui est devenu dangereux, que notre drapeau national est l'objet de multiples attaques. Notre territoire l'a subi et chacun de nous le subit dans sa chair aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, nous avons pleuré des pertes au Mali. Nous avons pleuré encore quelques compatriotes qui sont décédés. Et aujourd'hui, nous subissons ces morts sur notre propre territoire. Chacun de nous doit avoir la conscience que nous sommes en danger, que nous devons réagir à cela, nous devons rester vigilants et nous devons plus que jamais montrer une unité. Outre la population, cette attaque a aussi suscité l'inquiétude de l'Union européenne. D'après le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, cet assaut montre que la menace terroriste se propage vers les pays du Golfe de Guinée. La CEDEAO, quant à elle, condamne avec la plus grande fermeté cette offensive. Dans l'actualité également, l'Union africaine veut s'assurer de la pérennisation de la production locale de vaccins en Afrique. Pour ce faire, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, également président en exercice de l'UA, ambitionne à ce que les doses de vaccins produites sur le continent viennent alimenter des dispositifs tels que l'initiative COVAX notamment, un objectif divulgué lors du 2e sommet mondial sur la Covid-19 tenu ce 12 mai. Durant ce rendez-vous, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a par ailleurs stipulé que les vaccins produits sur le continent doivent être achetés par les populations africaines.
Plus de 400 journalistes ont répondu présents à l'événement. La Tanzanie organisait début mai la Convention des médias africains, un événement organisé à Arusha à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au cours de ce rendez-vous, les réflexions ont notamment porté sur la problématique des discours de haine dans les médias. Reportage de notre correspondant Séverin Douke. En Afrique, la presse s'insurge contre les discours empreints de haine et de violence, une véritable gangrène de l'univers des médias qui apparaît comme de véritables armes de destruction massive, notamment à l'aide du numérique. Ainsi, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une série de réflexions a été menée sur le continent pour réduire les discours de haine dans les médias. Construire une presse crédible, il faut des hommes et des femmes de presse qui aient la maîtrise de ce qu'il faut faire, de comment il faut le faire pour pouvoir rendre au public ce qui est attendu. À l'occasion de la première convention des médias africains tenue du 1er au 3 mai 2022 à Arusha en Tanzanie, plus de 400 journalistes et autres acteurs du secteur des médias ont échangé sur les solutions pour lutter contre ce fléau et sur le rôle des médias et du journaliste pour la construction d'une Afrique durable et plus prospère. Everyone has a smartphone. Tout le monde a un smartphone, donc si quelqu'un est témoin d'un accident, même seulement en tant que citoyen, il peut prendre une photo et la publier sur Instagram ou Twitter ou encore Facebook. Donc nous, en tant que journalistes, nous avons le rôle important de donner la bonne et exacte information, et ce, en nous rendant sur le lieu de l'événement, filmé par le dit citoyen, et nous rassurer que cet événement a réellement eu lieu. Ceci parce que nul ne peut empêcher l'autre de prendre des photos, mais nous, en tant que journalistes, devons aller au-delà de ces images et montrer à la société ce qui s'est réellement passé. Make sure that event is really happened. Nous devons retourner à notre véritable fonction de journaliste envers les membres de la société qui est de les éduquer. Et c'est d'ailleurs la meilleure option pour pouvoir lutter contre ce phénomène. En Afrique, la prolifération des fausses nouvelles et des discours de haine illustre les méfaits potentiels du contenu médiatique en ligne, notamment et aurait de l'avis de certains observateurs servi à alimenter de nombreux conflits sur le continent. Face à cette situation, l'Union africaine appelle la responsabilité du journaliste pour la diffusion d'une information de qualité, fiable et utile à la société. Les répercussions du conflit entre la Russie et l'Ukraine se ressentent dans la Corne de l'Afrique et particulièrement en Somalie où les petits exploitants déjà affectés par la sécheresse doivent désormais composer avec l'inflation et le blocage des chaînes d'approvisionnement. Un contexte difficile qui a poussé le Fonds international de développement agricole à réagir. Gladys Momba. Les agriculteurs somaliens sont en difficulté. Aux saisons des pluies ratées, à la sécheresse et à la famine est venu s'ajouter le conflit en Europe de l'Est, ralentissant les chaînes d'approvisionnement et occasionnant la flambée des prix, des réalités aux effets dévastateurs qui ont entraîné des pertes de revenus dramatiques et fragilisé les moyens de subsistance d'une population déjà vulnérable. Ce sont des moments difficiles pour les agriculteurs. J'ai essayé de planter quelques cultures. J'ai peut-être la terre, mais le coût des intrants et de l'équipement agricole monte en flèche. J'aurais peut-être besoin d'un moteur, d'un tracteur, d'engrais et de pompes à eau. Malheureusement, je ne peux pas cultiver en raison du manque de ces facteurs. Le Fonds international de développement agricole, FIDA, organisme des Nations Unies, a donc lancé le 11 mai 2022 une initiative de riposte à la crise, dans le but d'aider les petits exploitants des pays à haut risque à continuer à cultiver durant cette période difficile. La Somalie est en tête de liste. Aujourd'hui, nous avons vu les engrais que les agriculteurs utilisaient. Ils nous ont dit que les prix avaient doublé au cours des 2 derniers mois. Donc, ils ne peuvent pas se les permettre. C'est donc là que le CRI intervient pour les aider à traverser cette période en leur accordant des subventions supplémentaires pour les intrants d'engrais pour les aider à traverser cette crise. La nouvelle initiative permettra aux petits exploitants d'accéder à des intrants agricoles essentiels tels que des semences, du carburant, des engrais et des financements pour soutenir la prochaine saison de plantation. Sur les 22 pays que le FIDA ambitionne d'aider grâce à cette initiative de riposte à la crise, 17 sont africains. Affectés par la crise politique et économique, la plupart des Soudanais ont le moral en berne depuis le coup d'État militaire du 25 octobre 2021. Pour redonner le sourire aux citoyens, l'orchestre de Khartoum s'est produit à l'auditorium de la ville. Une performance synonyme d'échappatoire pour certains. Aïssatou Diamant-Cabesland.
Nous sommes à l'auditorium de Khartoum, la capitale du Soudan. La salle est déjà pleine. Les membres de l'orchestre de la ville s'activent. Ils vont jouer devant un public conquis. Beaucoup dans cette salle ont participé au mouvement de soulèvement populaire qui a provoqué la destitution de l'ancien président Omar el-Béchir en 2019, après 30 ans au pouvoir. Pour des artistes comme Rania Margoub, la musique est un moyen de surmonter la douleur et de répandre la joie. Malgré la détérioration des conditions économiques au Soudan, ainsi que les familles qui ont perdu des êtres chers, malgré les blessés et la triste réalité dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes encore capables de rendre les gens heureux, de donner ne serait-ce qu'un peu d'espoir par l'art pour livrer notre message et faire en sorte que les gens nous écoutent. À la fin, l'art est un message. Encore de manière récente, le 25 octobre 2021, le Soudan a été témoin d'un nouveau coup d'État, un coup d'État militaire qui a eu des conséquences économiques néfastes pour le pays. Malgré le moral en berne de nombreux jeunes militants soudanais, beaucoup continuent à s'engager dans des activités artistiques. L'école était un endroit où les vendeuses de rue étaient détenues pendant les descentes de sécurité sous Omar al-Bashir. En tant que comité de résistance, nous avons réussi à faire du lieu un outil de résistance. Nous l'avons ramené en tant qu'école. Pour rappel, près de 95 manifestants ont trouvé la mort depuis le coup d'État militaire du 25 octobre 2021. Un mot de sport à présent avec les demi-finales de la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération de la CAF. Des rencontres qui se joueront les 13, 14 et 15 mai. Le premier temps fort de ces demi-finales de la Ligue des Champions se déroulera ce vendredi avec le face-à-face Wydad Casablanca, Petro Luanda. On fait le point avec José Douglas. D'abord, la Coupe de la Confédération avec Al-Ahly de Tripoli qui perd à domicile face à Orlando Pirates 2-0. Noureddin Sali connaît bien les deux équipes. Orlando Pirates, c'est une équipe qui connaît quand même la compétition. Al-Ahly, c'est l'invité, on va dire, surprise de cette année-là, de cette compétition, malgré tous les problèmes intérieurs par rapport au déroulement du championnat. Et le TP Mazembe s'en sort plutôt très bien en allant battre le RS Berkane, équipe entraînée par Florent Ibenge, le TP Mazembe qui doit tout de même se méfier lors de ce match retour. Le RS Berkane, cette équipe marocaine qui a commencé à prendre goût à jouer dans la cour des grands et a commencé à prendre place parmi les gros. TP Mazembe, malgré beaucoup de problèmes au sein de cette équipe, c'est une équipe en reconstitution, c'est une équipe depuis 2-3 ans qui commence à se chercher, mais ça reste quand même une équipe redoutable. Je pense que cette équipe de TP Mazembe peut venir au bout de cette équipe de RS Berkane. Les matchs retour justement ont lieu ce dimanche 15 mai. Le stade international d'Akpabio, situé à Uyo au Nigeria, a été retenu par la CAF pour accueillir la finale de cette Coupe de la Confédération le vendredi 20 mai 2022. C'est une première pour une coupe majeure continentale à être organisée au stade international de Uyo. La saison dernière, la finale de la Coupe de la Confédération a eu lieu à Cotonou, au Bénin, où le Raja du Maroc avait battu l'équipe algérienne de l'AGS Kabylie sur le score de 2-1. Un mot également sur la Ligue des Champions. Les Égyptiens d'Al-Ahly ont pris une bonne option pour la finale en écrasant le Sétif sur le score de 4-0 à l'aller, avec des buts de Persito à la 30e et 90e minute, Der Mohamed 54e, Mohamed Chérif 72e. Le Wydad aussi a réussi un super coup en allant battre Petro Luanda 3-1 et les buts ont été inscrits par Thiago Azualo contre son camp, puis Yaya Jabran 54e et Guy Benza 68e et réduction du score par Ricardo Job à la 81e minute de jeu. Match retour ce vendredi 13 mai pour le Wydad qui accueille Petro Luanda et ce samedi 14 mai le Sétif reçoit Al-Ahly. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.